Cette semaine au TSLH Podcast, c'est le classique, l'épisode tête à tête avec Simon Servant qui va nous présenter des cartes cachées, des petits joyaux du repêchage 2026, des joueurs qui lui sont particulièrement tombés dans l'œil. Donc, c'est ce qui va être question dans cet épisode qui est tourné de jour. C'est rare, Simon. Tu me sors de ma routine d'habitude. On enregistre le soir. Fait que c'est avec un petit café à la main qu'on va faire ça aujourd'hui. Ouais, ben, écoute, moi je bois pas de café, mais sauf que c'est ça, genre, on en profite aujourd'hui, là. Moi j'ai un petit congé. Toi tu t'en vas travailler tantôt, mais Ouais, c'est ça. On rentre ça dans l'horaire. On rentre ça dans l'horaire. Euh, donc voilà, ça va être un épisode qui va viser 5 joueurs en particulier. On avait fait l'exercice l'année passée, ça avait été bien apprécié. Il y a des joueurs que probablement vous n'avez pas beaucoup entendu parler jusqu'ici, que ce soit dans le TSLH podcast ou dans la sphère de scouting en général. Donc, ça va être bien intéressant. On va commencer ça tout de suite avec un des joueurs, Simon, qui, dans le fond, je pense, en fait, je soupçonne que tu l'as choisi pour pratiquer ma prononciation des joueurs. Et j'ai nommé Kasper Justovara Carlson. ouais, effectivement, c'était ça le but. Tout de suite, j'ai juste choisi le nom parce qu'il est dans les classements très élevés là, pour les noms cette année. Euh, ouais, Yustovara Carlson, moi, c'est un joueur qui, quand tu regardes ses statistiques, mettons, tu sais, il a joué cette année chez les professionnels. Il a gagné la médaille d'or aussi au championnat mondial de hockey junior. Quand tu regardes ses statistiques, ça n'a pas l'air si impressionnant, mais quand tu le regardes jouer, pour un gars de ce gabarit-là qui est 5 et 9, 170 à peu près, c'est une belle boule d'énergie. C'est une petite boule de démolition en tant que telle. Moi, je trouve que livre pour livre, c'est peut-être un des joueurs qui frappe le plus solidement malgré son petit gabarit. Je l'ai vu donner de bonnes mises en échec, des mises en échec sévères, euh, même avec des joueurs qui étaient plus grands, plus gros que lui. Ça, c'est tout de suite, ça m'a attiré un peu. On le sait, là, le côté un peu papier sablé. Lui, c'est pas nécessairement du côté de la bataille ou de jeter les gants ou des choses comme ça, mais c'est juste d'être dans ta face, d'être toujours dans ton espace. Il est intense. Comme je dis, ben, c'est ça, il complète des mises en échec. Il va devant le filet, le long des bandes, dans le coin, peu importe. Il est très combatif. Donc, tout de suite, ça m'a attiré. Puis c'est un joueur qui est quand même intéressant côté offensif. C'est pas nécessairement le gars qui te ressort dans le visage aussi avec la rondelle sur la palette, mais moi, je trouve qu'il y a une certaine finesse dans son jeu. Il y a une certaine habileté avec la rondelle à relancer les attaques ou tout simplement contribuer avec des connexions avec des coéquipiers, des passes, des tirs bien positionnés pour prendre des retours. Donc, il amène cette énergie-là un peu aussi du côté du travail offensif en tant que tel, de l'attaque, un bon coup de patin, quand même une mobilité. C'est sûr qu'avec ce gabarit-là, ça te prend d'avoir un certain coup de patin parce que sinon, c'est sûr que tu deviens un peu. Tu te fais facilement tasser pour les contre-attaques, tu te fais tasser pour l'attaque en général. Donc, il faut que tu sois capable de suivre, il faut que tu sois capable d'en profiter. Puis je trouve que lui, il fait bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est que même chez les professionnels, selon moi, de ce repêchage-là, c'était un des meilleurs joueurs de désavantage numérique de tous les espoirs confondus. Puis là, lui, il le faisait chez les professionnels en plus. Euh, Très bon bâton, très bonne anticipation. Il suit bien le jeu, il bloque des tirs, évidemment, tente d'aller récupérer des rondelles. Puis même, je l'ai vu réussir à sortir lui-même, puis tenter peut-être pas toujours des échappées, mais tenter de l'attaque même en désavantage numérique. Donc, moi, je trouve il m'a beaucoup. Je pense pas que ça va nécessairement être un choix dans les 2, 3 premières rondes, peut-être. Moi, je l'aime dans mon classement. Il est plus haut, évidemment, mais je pense que pour un joueur que tu veux avoir peut-être safe, un joueur qui va peut-être venir jouer peut-être dans la Ligue nationale par la porte d'en arrière un peu, euh, il ne tourne pas les coins ronds. Il a l'air d'un jeune qui apprend bien, qui ne se fait pas nécessairement dominer
chez les professionnels en Suède. Donc, moi, je trouve que c'est un choix qui est intéressant. Je trouve que c'est un jeune qui mérite peut-être une certaine attention. C'est sûr que c'est dur d'avoir des cartes cachées. On est rendu à la fin mai, mais on n'a pas entendu beaucoup parler de son nom. Puis si vous avez regardé aussi le championnat mondial de hockey junior, il a été utilisé dans ces situations-là de fin de match, de désavantage numérique. Je pense que même il a marqué un but important, si je me souviens bien, en finale contre la Tchéquie. Donc, tu sais, ça m'a l'air d'un jeune qui pourrait bien se développer. Au pire, il peut vraiment t'aider, je pense, dans la Ligue américaine. Mais il m'a tapé dans l'œil, puis je sais que c'est un plus petit gabarit, mais moi, il m'a intéressé assez pour le classer. Il n'est pas dans mon top 32, mais il est quand même bien classé dans ma liste selon moi. T'es-tu muté? Ah, là, je peux pas donner la raison qu'on est de jour et que je suis pas encore réveillé. Là. Je fais ça à tous les épisodes qu'on enregistre le soir. Non, ce que je voulais mentionner, Simon, c'est cette année, il a joué à Luleå dans la SHL. Puis est-ce que, selon toi, c'est justement le fait que ce soit un attaquant d'énergie, un attaquant un petit peu spécialisé dans certaines tâches qui a fait que on a décidé justement de le conserver dans la plus grosse ligue en Suède, malgré son Ouais, âge? je pense que oui, à 100%. Je pense que c'est un joueur qui était pas trop dangereux pour les entraîneurs là-bas. Pour l'entraîneur-chef, mais pour l'équipe en tant que telle. Parce que, comme je disais, il triche pas tant dans son jeu. Tu sais qu'il va peut-être te faire mal dans le sens qu'il a un petit gabarit. Donc, c'est sûr, peut-être il va avoir des batailles perdues ou des choses comme ça, mais c'est pas par manque d'effort. C'est vraiment, il va y aller, il va même, on dirait, accepter le contact. Il a l'air d'aimer jouer dans le trafic, d'aimer jouer dans le. D'aller absorber le contact, d'aller au contact. Donc, tu sais, là, je veux pas le comparer à Gallagher parce que c'est pas le même type de joueur, mais c'est un peu, tu sais, ce qu'on a vu avec le Canadien, c'est un peu ça aussi. C'est un gars qui a plus petit gabarit, mais qui a un gros cœur, qui a une grosse intensité, puis qui a pas peur d'aller dans les endroits qui sont quand même dangereux. Fait je pense que ça a contribué assurément. Puis dans la SHL, c'est ça. Évidemment, il a joué 3 matchs de série dans la SHL, donc l'échantillon est plus petit pour les séries, mais moi, j'ai trouvé son jeu cette année, ça a été pas nécessairement une progression, mais je trouve qu'il a bien fait. À toutes les fois que je le visionnais dans différents moments de la saison, moi, je trouvais qu'il a bien ressorti. Puis, c'est ça. Fait que je pense que oui, pour répondre à ta question, c'est sûr que ça a peut-être eu un facteur malgré le petit gabarit. Deuxième nom que tu voulais nous présenter, Simon, c'est. Je pense que Pascal en avait déjà parlé dans le TSLH podcast, mais brièvement, c'est Julien Maze. Puis, quand tu m'as envoyé ta liste de joueurs, ça m'a un peu sauté aux yeux. La mini description que tu m'as donnée de lui. Un talent pur qui pourrait se faire no draft. Donc, Ouais, parle-nous de Julien Maze qui, malgré son talent, pourrait juste ne pas être sélectionné au repêchage. ouais, puis c'est pas nécessairement à cause de lui en tant que tel. C'est pas nécessairement parce il a comme une mauvaise attitude ou des choses comme ça. Mais je pense que ces joueurs-là de talent avec beaucoup des mains puis un bon tir, tout ça. Euh, Ça prend des fois un peu plus de gabarit aussi. Il n'est pas très gros, il n'est pas très grand. 5 et 10, 170, donc c'est très. Je ne veux pas dire que c'est standard. Là. Dans la vie de tous les jours, c'est correct, mais pour le hockey, c'est un peu plus petit. Puis, moi, c'est un joueur que l'année passée, il m'avait intrigué un peu. Il jouait pour les Silver Tips d'Everett, eux qui visaient aussi une run de championnat l'année passée. Ils ont été obligés de l'échanger pour aller chercher des vétérans. Ils l'ont échangé aux Pats. Puis là, les Pats, cette année, c'est une équipe qui est reconstruite aussi. Il y a beaucoup de jeunes là-bas. Donc, il a été échangé à Calgary, puis il a produit beaucoup là-bas à Calgary. C'était un des fers de lance. Puis c'est quand même une jeune équipe, là, Calgary aussi.
Il y a certains joueurs dans cette équipe-là qui vont se faire repêcher cette année. Ben McBeth, Calder Hamilton. Bon, il y a des gars qui sont jeunes. Lui, il est venu s'insérer là-dedans, puis tout de suite à l'attaque, ça a été un des fers de lance de l'attaque, de très bonnes mains. Il y a beaucoup de finesse dans son jeu, il est très dangereux avec la rondelle. En attaque, en contre-attaque, en relance, peu importe, c'est très axé sur le jeu offensif. Très dangereux pour les passes aussi. Il trouve des joueurs dans des lignes de passe. Il trouve des lignes de passe, il trouve des joueurs en position de marquer dans l'enclave, que ce soit de l'autre bord de la glace. Il n'a pas peur de tenter ces passes-là. Du revers aussi. Il y a vraiment une qualité offensive qui ressort beaucoup. Il y a une certaine intelligence aussi à l'attaque qui ressort beaucoup. Puis le patin n'est pas mauvais non plus. Peut-être que ça pourrait être un petit peu mieux, mais moi, je le trouve quand même bon de ce côté-là. C'est peut-être un peu l'engagement en tant que tel. C'est peut-être un peu le côté défensif qui, parfois, ben justement, ça laisse un peu plus à désirer. J'ai quand même l'impression qu'il s'est un petit peu amélioré de ce côté-là. Pas nécessairement, il n'est pas devenu un gagnant de trophée Selke, mais je pense qu'il a comme eu une certaine progression depuis 2 ans avec ça. Parce que Julien May, c'est un joueur qui était dans la WHL. Il est rentré dans la WHL à 15 ans, si je me souviens bien. Il a joué quelques matchs à 15 ans du côté des Silver Tips, puis je pense qu'il était revenu même après en série. Mais ça n'a pas été un... C'est un joueur que j'ai tout de suite eu dans l'œil parce qu'il y avait du talent, mais c'était pas un joueur que je me disais, OK, ça va être une vedette dans la Ligue nationale. Il y a une possibilité que ça devienne, mais je pense que ça devient un joueur qu'on catégorise assez facilement dans les choix de 5, 6e, 7e ronde qui ont beaucoup de temps puis qui ont beaucoup de choses à travailler côté hockey professionnel. Je pense que c'est ça du côté de... Puis là, encore une fois, je ne vais pas faire une comparaison tout le temps avec le Canadien, mais regardez Joshua Roy, qu'est-ce qui est arrivé, il y avait beaucoup de talent, il était pressenti pour la première ronde. À un moment donné, il a baissé jusqu'en 5e ronde. Puis là, en ce moment, il est en train un peu de refaçonner son jeu, puis essayer de se trouver une niche dans la Ligue nationale. Puis je pense que Julian May, ça va être ça. C'est que le talent est là. Il peut passer à travers 2-3 gars. Il est capable de sortir du coin, décocher des tirs violents, fabriquer des jeux. Mais côté gabarit, il va peut-être avoir il va avoir des gros problèmes, selon moi. Le Comté ne réussit pas vraiment à sortir du coin avec les rondelles. Il se fait un peu plus ramasser physiquement. Réagit un peu moins au contact, gagne moins de batailles, surtout les batailles 50-50, mettons. Puis on en avait parlé d'un joueur comme ça, Pierce Bowie, qui est un des joueurs que j'avais dans mon top 32 au mois de novembre. Lui, il a un plus petit gabarit, mais c'est deux mondes vraiment. C'est un gars, Bowie, qui est très physique, qui va vraiment directement dans les mises en échec, dans chercher les rondelles coûte que coûte, puis Maze, il n'est pas tout à fait là. Donc, ça va être intéressant de voir où il peut sortir au repêchage. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont... Je pense que si une équipe décide de prendre une chance avec lui en 2e, 3e ronde, il y a peut-être un potentiel de boom, dans le sens qu'il pourrait, à un moment donné, juste avec son talent, réussir à se trouver une place, puis peut-être qu'on va dire, ouais, il y a tellement de talent qu'on peut peut-être accepter certains petits problèmes, mettons, en espérant qu'il puisse prendre la masse, en espérant qu'il puisse s'améliorer aussi dans ces jeux-là, du côté défensif. Mais si, mettons, tu as beaucoup de choix, c'est un gars peut-être que je surveillerais. Puis peut-être qu'il y a des équipes de fin de repêchage, des équipes qui, comme là, le Canadien qui est en demi-finale, dans le carré d'as, Vegas, ces équipes-là vont peut-être avoir des choix tardifs en 4e, 5e ronde. Peut-être que ça peut être un joueur intéressant pour aller essayer de rajouter un peu de talent dans ce groupe-là aussi. Fait que, ouais, c'est un joueur qui... Moi, il m'a beaucoup plu, mais il est dans mon top 64, il est dans ma 2e ronde, mais si, mettons, il sortait en 6e, 7e ronde, je serais absolument pas sur le choc. J'écoutais ton analyse sur Maze, Simon, puis il y a une chose qui me revenait en tête, puis c'est de quoi qu'on parle souvent avec Pascal, c'est la fameuse Game B. Julian Maze n'a pas l'air d'avoir une Game B là, de ce que tu me dis. C'est plus un gars de talent, dans le fond. Là.
Ouais, c'est un gars qui se fie sur son talent. Puis dans le junior, c'est correct parce que dans le junior, d'habitude, c'est ce que tu veux montrer. C'est si, mettons, tu as été repêché dans le top 5 au niveau junior, euh, parce que Julien Mays, je pense que c'est un choix de première ronde dans la WHL. Fait que, tu sais, si tu te fais repêcher parce que là, tu dis, hey, on a besoin d'un gars de talent comme lui, c'est ce que tu veux montrer. Quand tu es dans le junior, c'est là que tu veux montrer ton talent, c'est là que tu veux faire écarquiller les yeux. Puis, est-ce que tu peux après développer d'autres choses? Est-ce que tu peux après devenir un joueur un peu plus complet? Parce que la différence, elle est là. C'est que dans le junior, produire, c'est excellent, mais dans la Ligue nationale, il n'y a pas 12 gars à l'attaque qui font juste produire. Il faut que tu sois capable de te trouver une meilleure chaise, que tu sois capable de montrer des choses de plus. Puis c'est là où moi j'ai l'impression que Maze, c'est un top 6 ou rien. Puis Ouais, souvent, c'est ça. ces gars-là, ça devient des choix qui glissent au rapide. Tu sais, des fois, on regarde des gars et on dit hey, il a eu 92 points, mettons, dans le junior. Comment ça se fait qu'il a été repêché en 5e ronde? On dit, ben, c'est ça. C'est qu'il manque la possibilité d'amener ça ailleurs chez les professionnels quand ça va être physique, quand ça va être serré. Mais côté de talent pur, moi, je trouve que pour l'impact, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma 2e ronde parce que je trouve qu'il est puis assez haut quand même. Là, il n'est pas dans la trentaine, mais il est quand même assez haut dans la 2e ronde. Fait, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, mais les risques, si je suis recruteur, sont là. Tu sais, je fais le parallèle avec notre prochain, Simon. Dans le cas de Maze, peut-être la Game B est moins présente. Mais dans le cas de Parker Vaughan, Ouais, lui, c'est sa Game B, c'est sa Game A aussi en même temps. c'est ça, C'est un peu l'espèce de parallèle différent. Ouais, exactement. Puis, c'est pas des. Tu sais, j'ai hésité avant de le mettre dans les joueurs qu'on parlait aujourd'hui parce que c'est pas un. Quand tu le regardes, c'est pas nécessairement. Il n'y a rien qui te dit il faut absolument que j'aille regarder Parker Vaughan ou il faut que j'aille sélectionner ce gars-là. Il n'y a rien qui dit ça. Là. Sauf que c'est un joueur qui, je pense, vient dans une équipe qui veut aller en série, qui veut se rendre loin en série. Je pense que ça devient un modèle intéressant. C'est pas qu'il n'y a pas de talent, c'est juste que son talent est moins flashy, est moins spectaculaire. Euh, Lui, il garde ça vraiment simple. Il est capable de réaliser des petits jeux, il est capable de faire un peu dans la finesse par moment, mais c'est très nord-sud, c'est très. Il ne se complique pas la tête. Envoie des rondelles au filet, envoie des rondelles pour l'échec avant, récupère des rondelles, travaille le long des bandes, va au filet. Il joue. J'essaie de me souvenir le pourcentage, mais il y a environ, je pense que c'est 85% d'un match qui joue le long des bandes ou 80% d'un match de hockey qui joue le long des bandes. Puis, il doit avoir un autre pourcentage du match qui se joue devant le filet aussi, d'un coup que l'attaque est installée. Puis, lui, c'est là où il est bon, c'est là où il ressort un peu. Puis, encore une fois, c'est pas nécessairement. C'est du travail un peu sale, entre guillemets. C'est du travail qui passe des fois sous le radar. C'est du travail des fois qui est underappreciated, qui n'a pas toujours d'appréciation, mais dans son cas, c'est du travail qui peut amener un bottom six là, de quatrième trio. Mais à la limite, s'il joue sur le quatrième trio, c'est bien correct, mais c'est ça qui aide certaines équipes à passer à travers les séries. Donc, j'ai décidé de le rentrer là-dedans parce que je trouve qu'on a. Tu regardes ce qui se passe en ce moment dans les séries, puis on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de rondelles projetées dans le fond de territoire, beaucoup de récupération de rondelles, de travail le long des bandes. Puis Parker Vaughan, je trouve qu'il s'insère là-dedans. Il a de l'intensité, il est féroce en échec avant. Il accepte de recevoir des coups, il en donne aussi des mises en échec. Donc, pour moi, c'est le style de joueur que quand Marc Bergevin disait il y a des joueurs qui t'amènent en série, puis il y en a d'autres qui te font passer à travers les séries, ben Vaughan, il ne va pas t'amener en série, mais il va t'aider à passer à travers les séries. Je n'ai pas de comparaison nécessairement pour ce gars-là, parce qu'il y en a des centaines et des centaines de gars de troisième, quatrième trio dans la Ligue nationale, mais si vous regardez toutes les équipes, vous allez en trouver 3, 4, 5 des gars comme ça.
Puis je trouve que lui, il a quand même une petite touche. Il est quand même assez intelligent pour lire ce qui se passe avec ses coéquipiers. Puis comprendre son rôle à lui. Donc, moi, je trouve que lui, Vaughan, c'est pas nécessairement. Encore une fois, si on regarde les statistiques, c'est zéro. Pas que c'est zéro puis une barre, mais tu sais, il n'y a même pas un demi-point par match. Sauf que dans l'aspect du jeu en tant que tel, moi, je trouve qu'il a beaucoup ressorti. Puis j'ai regardé des matchs en série cette année, puis je trouvais que ça a été un des meilleurs attaquants du Battalion. Encore une fois, il y avait certains joueurs de talent un peu dans cette équipe-là aussi. C'est Prochazin, puis Amedovski, puis ces gars comme des gars de même, mais Vaughan, moi, je trouvais que ça a été un des meilleurs attaquants, peut-être. Puis même, je te dirais que Cameron Warren, qui joue dans l'équipe, qui est un autre gars, un peu de bottom six, ça a été un des bons attaquants aussi. Puis tu as des joueurs dans cette équipe-là qui vont se faire repêcher. Ryder Cali, Ryder Carey. Je ne sais pas, Ryder Carey va se faire repêcher, mais bref, il y a des noms qui sont pour le repêchage de cette année qui, je trouve, ont moins ressorti que Vaughan là-dessus. Donc, ça renforçait le point pour moi de dire là, les séries sont arrivées pour le Battalion, c'est pas une grosse équipe, puis il réussit quand même à ressortir puis à vraiment avoir un impact au-delà de juste aller ramasser des points puis être dans la finesse. Mettons, si je te demande ton ressenti par rapport au repêchage 2026, penses-tu qu'un gars comme Parker Vaughan pourrait trouver preneur en raison de son profil ou un peu par la bande parce que justement, il y a des joueurs un petit peu mieux cotés qui sont dans son équipe, puis ben, un recruteur va être là, puis tant qu'à regarder, mettons, Ryder Cali, va avoir Vaughan qui va un peu tomber par la bande dans ses notes ou de quoi de même. Tu penses-tu qu'on est plus dans il va se faire repêcher un peu par défaut parce qu'il y a un recruteur qui l'a vu passer ou vraiment son profil mériterait vraiment une sélection au repêchage? Non, moi, je pense que son profil mériterait. Mais je pense que c'est un mix des deux, dans le fond. Son profil mérite une sélection. Là, de savoir à quel moment tu veux sélectionner Parker Vaughan, ça, c'est un autre débat. Est-ce que tu es prêt à risquer en troisième ronde ou est-ce que tu peux attendre en sixième ronde? Ça va dépendre des équipes, mais je pense qu'il y a un profil déjà qui est intéressant pour les recruteurs parce qu'il joue un style de hockey qui s'apparente déjà à ce qui se joue dans la Ligue nationale. Mais je suis convaincu que par la bande aussi, il y a des recruteurs peut-être qui sont allés voir le Battalion cette année, puis ils l'ont vu. Il a ressorti d'une manière ou d'une autre. Puis il n'a pas ressorti dans le sens 4-5 buts, mais il a ressorti juste parce que il est dans le combat, il est impliqué. Puis, il est 6 pieds 1, 195, je pense, selon mes notes ou quelque chose de ce genre-là, le 195. C'est un gabarit qui est déjà très, très appréciable aussi pour un joueur que tu rentres dans une. Mettons, il arrive dans la Ligue américaine à 20-21 ans. Il y a déjà le côté physique, il ne sera pas tant intimidé là-dessus. Puis après, si dans 2-3 années supplémentaires, tu réussis à le faire rentrer peut-être sur ton quatrième trio, ben, mettons l'échéancier de 5-6 ans pour lui avant de rentrer peut-être sur la quatrième ligne d'une équipe de la Ligue nationale, il y a une possibilité que ça se passe. Il y a des probabilités que ce gars-là, ça ne soit pas un choix gaspillé qui joue dans la Ligue nationale. Il ne jouera peut-être pas 1000 matchs, mais qui va avoir une certaine utilité à un moment donné dans ta durée de vie, peut-être de ta fenêtre. Peut-être qu'un gars comme ça va venir t'aider beaucoup. Fait que je pense que c'est un mix des deux. De son profil, puis aussi du fait qu'il a peut-être ressorti à cause de son style de jeu. Quatrième joueur que tu voulais nous parler, Simon, dans cet épisode, c'est un joueur à surveiller pour la Coupe Memorial. Et on parle ici de Mathias Van Hanen, un overager que tu as décidé de rentrer dans ta liste finale. C'est très rare pour moi. D'habitude, les overagers, je passe à côté. Ben, pas que je passe à côté, mais je les ai regardés des fois. Je les ai déjà regardés une fois.
Oui, ils se sont développés, puis oui, ont peut-être produit plus, c'est bien correct, mais c'est supposé être ça, la courbe de développement dans le junior. Fait, si tu t'es pas fait sélectionner à ta première année, ben des fois, c'est normal qu'après la deuxième ou la troisième, tu commences à produire en malade. Fait, ça mérite des contrats, moi, tant qu'à moi. Là, ça ne mérite pas des choix de repêchage. Mais Mathias Vananen, c'est un gars que j'ai rentré dans mon top 64, non seulement pour sa saison, mais aussi pour ses séries. Euh, ça a été. On l'avait vu l'année passée, puis je pense qu'on l'a peut-être. Puis moi, le premier, là, je pense qu'on l'a peut-être un petit peu. Un autre aussi qu'on a peut-être manqué d'appréciation pour son jeu. Parce qu'il n'avait pas été mauvais dans la Saria, la Ligue junior en Finlande. Il n'avait pas été mauvais au U18. Puis il avait lancé sa saison avec un pas pire tournoi Linka Gretzky. Puis on dirait je sais pas, on dirait qu'on a juste passé à côté. Je suis même pas sûr qu'on a une quote sur lui l'année passée. Je pense pas. Ben, bon, fait, Je vais tu vois, regarder là, pendant que on va t'en en parles, je vais avoir une. regarder. On va en avoir une cette année, en tout cas. Mathias Vananen, c'est un profil assez typique de Finlandais. Puis je dis ça dans le bon terme, dans le sens que c'est un joueur qui est travaillant, qui joue dans les deux sens de la patinoire, qui joue dans les trois zones, qui est efficace. C'est pas nécessairement quoi qu'en série, il l'est devenu un peu plus, mais c'est pas nécessairement un marqueur naturel. Il est compétent pour marquer des buts, il est capable de marquer des buts, mais son jeu premier, c'est plus de faire des distributions de rondelles, de fabriquer des jeux, de donner des rondelles à des coéquipiers qui sont bien positionnés. Puis ça tombe bien parce qu'il jouait en compagnie de Carter Bear puis de Julius Miettinen. Puis Miettinen, c'est déjà ton joueur de centre côté junior. On va voir comment il va se développer, mais c'est déjà un joueur de centre côté junior élite parce qu'il fait tout sur la patinoire lui aussi. Puis tu as Carter Bear qui est un attaquant qui absolument, lui aussi fait absolument tout sur la patinoire. Fait que tu n'as comme pas le choix d'un peu suivre ce moule-là. Puis Vananen, c'est exactement ça. C'est que les trois se complétaient bien parce que les trois, ils font tout sur la glace. Puis Vananen, c'est aussi l'intelligence du jeu en général. C'est qu'il reconnaît des choses. Je pense qu'on a peut-être, comme je disais, on n'a peut-être pas apprécié le fait qu'il était capable d'avoir un impact dans des sphères du jeu qui ne sont pas toujours faciles non plus. Des avantages numériques ou juste les jeux de bâton, briser des jeux, travailler pour sortir la rondelle du territoire. Travailler pour rentrer la rondelle dans le territoire ennemi. Donc, tu sais, toutes ces facettes du jeu-là, moi, j'ai trouvé que Vananen, il y avait beaucoup ressorti cette année. Toutes les fois, je regardais des matchs des Silvertips. Puis souvent, c'était en croisé, en plus de ça. Là. Quand je regardais des matchs des Silvertips, c'était vraiment juste parce que c'est une équipe que j'aimais regarder. Il y a des joueurs que j'aimais regarder parce qu'ils n'ont pas vraiment d'espoir pour cette année. Là. Bon, il y a Landon Dupont qui va être là l'année prochaine aussi. Là. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais côté juste espoir de cette année, quand je décidais de choisir un match, ce n'était pas nécessairement parce qu'il y avait des espoirs qui ressortaient. Puis là, au début, Vananen, bon, je me disais, c'est un overager, c'est correct. Puis là, au fur et à mesure de regarder des matchs, j'étais comme, OK, ben là, finalement, il y a peut-être quelque chose à sélectionner avec ce gars-là. Puis au championnat mondial de hockey junior, il a joué aussi. C'est quand même bien débrouillé. Je pense que là, on a vu à quel point c'était plus un fabricant de jeu. Là. Je pense qu'il avait eu un peu de misère à créer des buts pour lui-même, des jeux pour lui-même pour être dangereux, mais côté fabrication de jeu, ça ressortait un peu plus. Puis en série, dans la WHL, bon, là, les Silvertips ont gagné la finale, ils ont gagné le championnat, ils s'en vont à la Coupe Memorial, comme tu dis. Puis il y a eu un rôle primordial à jouer dans les succès des Silvertips. Parce que justement, non seulement il était productif, mais il était aussi impliqué. Son trio matchait aussi. Là, je ne veux pas dire que c'était du matchage digne de la Ligue nationale, mais
j'avais l'impression, quand je regardais les matchs, que l'entraîneur-chef, il n'avait pas peur d'utiliser ce trio-là contre n'importe qui. Il n'avait pas peur d'utiliser ce trio-là dans toutes les situations, que ce soit un retard de 1 ou 2 buts, ou que ce soit, ben là, c'est sûr que tu n'as pas bien le choix, mais pour protéger des avances, des choses comme ça. Fait que ça a été un gros plus pour moi, parce que c'est facile de dire, bon, tu joues avec Mietinen, tu joues avec Carter Bear, tu as l'appui de la relance d'un gars comme Dupont, tu as Tyron Smith qui est là, bon, Tyron Smith n'a pas joué beaucoup, mais bref, pendant la saison, c'est facile de dire, OK, tu as déjà ces gars-là de talent qui t'aident à produire. Mais Van Aanen, ça a été un des artisans de cette production-là. C'était pas juste un passager, c'était un gars qui créait des choses avec la rondelle sur la palette. Fait que c'est rare, comme je dis, de mettre un overager dans ma liste, mais lui, il a rapidement, pas rapidement, mais après le championnat mondial de hockey junior, je pense qu'il a solidifié une certaine position dans ma liste. Puis après, c'est juste de voir si ça allait se poursuivre, c'est juste de voir si en série, ça allait ressortir. Puis il a bien ressorti. Puis en série, moi, j'accorde beaucoup d'importance pour les séries. Fait que, je sais que des fois, ça vient peut-être teinter un peu mon classement, quelques rangs des joueurs qui baissent de quelques rangs, des joueurs qui montent de quelques rangs à cause des séries, mais ça en dit long pour moi sur un joueur, les séries, que ce soit dans le junior ou peu importe. Il y a des narratifs qui se créent en série, puis c'est pas étranger. Si ça fait 2 ou 3 séries qu'on dit « Ouais, mais ce gars-là, il choke », il y a quelque chose à retenir de ça. Puis si on le fait à l'inverse, que ben là, ça fait 2-3 séries que là, finalement, le gars, il est clutch, puis il est impliqué, puis il aide dans la série, ben c'est ça aussi, ça vient te rester en tête, puis ça vient t'aider pour la suite des choses, parce que tu vas recevoir la confiance de tes coéquipiers. Fait que j'ai hâte de voir ça de son côté. J'ai hâte de voir où il va se faire sélectionner, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recruteurs aussi qui vont peut-être lui donner un meilleur look puis une meilleure chance cette année. On en voit beaucoup des joueurs overagers se faire repêcher dans la Ligue nationale. C'était un peu moins commun avant, mais maintenant, il y en a. Puis les Canadiens, déjà aussi, on repêche 4-5 par année, là, des Ils s'en sont fait quasiment une spécialité. Fait que c'est ça. Alors, peut-être que lui, c'en est un en deuxième ronde. Peut-être que le Canadien va l'avoir eu à l'œil, puis à surveiller, c'est un ailier surtout, mais bon, on ne sait jamais. Des fois, dans la Ligue nationale, c'est le chemin que tu peux prendre. Fait que, mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette année Van Aanen. Dernier joueur ciblé pour cet épisode-là, puis on parle vraiment là purement d'une carte cachée, parce que de ce que tu mentionnais, c'est un des bons marqueurs du repêchage, et pourtant, c'est pas un nom qu'on a entendu parler énormément. Je me demande même s'il y a des profils qui ont circulé de lui sur les différentes plateformes. C'est un attaquant suédois, Nils Bartholdsson. Oui, Nils Bartholdsson. Probablement qu'il y a des profils qui ont été faits sur lui, ou probablement qu'il y a des personnes qui ont déjà mentionné son nom et tout ça, mais c'est un joueur, je pense, qui était classé dans la trentaine par la centrale de recrutement de la Ligue nationale du côté des Européens. Fait que déjà, quand on voit ça, là, la trentaine, d'habitude, ça sort en 6e ronde, là, ces gars-là, à peu près. Là. Fait que, ouais, moi, je trouve que Bartholdsson, c'est un des bons marqueurs de ce repêchage-là. Il y a un tir. Vraiment, tout est axé un peu sur son tir dans le cas de Bartholdsson. Des fois, un peu trop même, mais ça, bon, on va en reparler peut-être dans quelques secondes, mais c'est un marqueur né dans le sens qu'il sait où se positionner pour marquer, il sait rentrer un peu dans les espaces, il sait, là, il rôde un peu près du filet, un de ses coéquipiers, il prend un lancer, il y a un retour, il est capable de sauter dessus, il y a un certain flair de finition en tant que tel, un certain flair c'est lui qui a la dernière action sur le jeu. En avantage numérique, on le voit beaucoup aussi. C'est souvent, ses coéquipiers vont vont peut-être même forcer des passes à travers la boîte pour lui donner la rondelle.
parce qu'il y a un tir des poignets assez sec, assez violent. Il vise tous les coins. En plus de ça, c'est pas toujours, il vise pas toujours du côté de la mitaine, il vise pas toujours du côté du bloqueur. Il essaie de viser des trous, puis ça rentre assez, ça snap assez son bâton. Et, il y a un bon flex sur son bâton. Puis c'est sur tir sur réception, c'est le tir des poignets. Des fois, c'est comme je disais, des fois, il force un peu trop lui-même ce tir-là. Des fois, il reçoit la rondelle, puis c'est l'option de tir que lui tire, c'est pas la meilleure option, c'est pas la première option. Ça m'a dérangé un petit peu de pas trop toujours vouloir marquer des buts. Est-ce qu'encore une fois, c'est le facteur de on est en saison de repêchage, c'est son année de repêchage, fait que peut-être que c'est le fun d'avoir des points, peut-être c'est le fun d'avoir des buts. Donc ça, c'est bon, ça peut être une chose à noter du côté des espoirs en général. Mais lui, clairement, je trouve que des fois, il force des lancers. Mais en même temps, avec le tir qu'il a, avec la dégaine qu'il a, je pense que ça, c'est rare, c'est difficile des fois de le blâmer d'avoir pris ces tirs-là parce qu'elle s'en va dans le fond du filet quand même. Puis là, encore une fois, c'est des gardiens de la nationale. Fait que c'est pas. Ça dit ce que ça dit. Ça ne veut pas dire que ces tirs-là vont rentrer dans la Ligue nationale, mais la qualité pour son groupe d'âge, moi, je trouve qu'elle est là. Au championnat mondial de la U18, hein, moins de 18 ans, il y a eu un rôle un petit peu moins important dans l'équipe, mais sur l'avantage numérique, il était là aussi. Il y a des gars qui le feedaient beaucoup aussi. Hermanson, c'en était un d'ailleurs. Command aussi. Il a reçu des rondelles de ses coéquipiers pour tirer, puis il a réussi à scorer quelques buts. Il en a même marqué contre le Canada. Pour moi, c'est ça. Je le trouve quand même complet, même s'il y a peut-être des petits, pas des problèmes, mais peut-être des petites choses à améliorer du côté défensif. C'est pas nécessairement un attaquant qui est difficile à affronter. Quand tu lui donnes moins d'espace, c'est pas nécessairement le gars qui va sortir un lapin de son chapeau, mais s'il y a un peu d'espace, puis il est capable de s'en créer, l'espace, il est capable de se donner de l'espace parce qu'il lit quand même bien les situations, il va être dangereux. À quel point il va être dangereux dans la Ligue nationale, ça, je le sais pas. Il y a une raison pourquoi il n'est pas dans le top 10, dans le top 15, dans le top 32. Mais il y a une capacité à se blottir derrière les défenseurs. Il y a une capacité à trouver de la place pour marquer des buts, à se faire oublier. Il rôde près du filet, comme je le mentionnais. Donc, j'aimerais peut-être qu'il améliore un peu son jeu à force égale, à 5 contre 5 ou à 4 contre 4. Pas nécessairement parce qu'il n'est pas impliqué ou pas nécessairement parce qu'il n'est pas bon, mais je trouve que je veux pas qu'il devienne juste un gars d'avantage numérique. Je veux qu'il devienne un joueur sur qui tu peux compter parce qu'il va en avoir des espaces à un moment donné à force égale aussi, puis tu dois être capable de réussir à convertir ces occasions-là, mais tu dois être aussi capable de toi-même te placer dans des positions pour avoir un tir ou avoir une chance de marquer. C'est ça. J'aimerais peut-être qu'il amène ça à un autre niveau. Il est encore jeune. Ça, c'est correct. Ça va faire partie de sa courbe de développement. Le côté physique, lui, il n'est pas physique. Il reçoit un peu. Il est capable de recevoir un peu la physicalité. Je ne dirais pas qu'il s'efface quand il y a de la physicalité, mais c'est une façon peut-être un peu de le contrer à force d'égale, à 5 contre 5. C'est ça. Il y a des petits enjeux côté jeu général. On parlait de Game Bay tantôt. Ça fait partie un peu de ces enjeux, mais il est suffisamment talentueux et il est assez dangereux aussi avec la rondelle pour mériter au moins. En tout cas, pour moi, il est dans mon top 64, il est dans ma deuxième ronde parce que il a une capacité de marquer. J'essaie de me souvenir qui qu'on avait comme ça, qui j'avais eu dans les années précédentes, un gars qui marquait comme ça, pas nécessairement au même gabarit, mais Robbie Yarventi, c'en était un. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur candidat pour Robbie Yarventi, qui a joué, je pense, 3 matchs dans le show, là, mais dans le sens que c'était un marqueur de ce style-là. Le gabarit était différent, mais j'essaie de penser aussi à d'autres joueurs, mais c'est ça. C'est un marqueur
est-ce qu'il est marqueur pur, tu sais, que tu dis ça va traverser, ça va se transposer dans la Ligue nationale, ça va traverser les niveaux à la Cole Caulfield, mettons? Non. Est-ce qu'il est assez marqueur pour avoir peut-être une place à un moment donné? Parce que les trios, les équipes sont appelées à amener des top 9 un peu plus offensifs maintenant. Est-ce qu'il pourrait être un genre de sniper, entre guillemets, sur un troisième trio? Possibilité. J'alimente Vas-y. ta réflexion, Simon, parce que tu cherchais des noms dans le passé qui pouvaient correspondre à ça. On est plus dans un territoire, mettons, Alexander Holtz version Walmart? Ouais, mettons, si j'étais. Ouais, la 15% dans bin au Walmart, là, Ouais. peut-être que oui. Peut-être que oui, un peu. Ouais, peut-être dans ce genre-là. Moins. Qui saute moins à l'œil. Fait que, Alexander Holt, je pense que côté juste marqueur pur, je pense que oui, ça pourrait être un joueur de cette qualité-là, entre guillemets. Parce que je me Emile souviens, tu sais, Hemming aussi, tu sais, Hemming, c'en est un de même aussi, un gars qui tire, puis des fois, il n'est pas toujours présent dans les moments importants. Mais c'est un peu après ça ça. qu'on parlait avec Pascal, tu sais, on a parlé des leçons du passé. Pascal, c'est un concept qui a amené, puis on regarde des candidats qu'on avait peut-être haut dans des listes, puis que finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis là, on parle aussi des fois des gars qu'on avait bas, que finalement, on aurait peut-être dû mettre haut. Bref. Puis Alexander Holt, c'était ça qui sortait. Tu sais, c'était le gars, est-tu juste un lanceur? Puis finalement, ben, ce qui est devenu Alexander Holt, c'est venu confirmer un peu ce qu'on a peut-être échappé à son année repêchage. Tu sais. Ouais, mais tu sais, Alexander Holtz, mettons, si tu le prends juste face value, là, si tu dis, mettons, avant qu'il se fasse sélectionner, puis avant qu'il ait son développement dans la Ligue nationale, c'était un joueur élite, Alexander Holtz. Je comprends les leçons du passé, mais dans le sens, quand tu le regardais jouer, il dominait partout. Son tir dominait partout. Il était impliqué aussi dans le jeu avec Raymond, notamment. Fait t'avais comme pas, t'as pas le choix de respecter ça. Il y en a des joueurs que tu dis, ben, on l'a échappé carrément, puis mais quand tu les regardes dans leur année de repêchage, c'est bien rare qu'ils sont nécessairement sont pourris. Si tu les mets, il y en a qui vont descendre dans les listes. Il y en a que, un des exemples, moi, qui m'a frappé beaucoup au fil des années, puis c'est un gars que moi puis Guillaume Lepage, à l'époque, on était comme, hey, là, c'est le temps de partir le bandwagon sur Maxime Comtois. Tu sais, Maxime Comtois, là, on pensait, au début de son année de repêchage, on était, ce gars-là, il se fait repêcher top 10. Là. On était prêt à pomper les pneus. Là. Puis là, à un moment donné, la saison se déroule, puis là, hop, OK, ça va pas comme prévu, il y a des difficultés. Là, il baisse. Là, tu te dis, OK, le gars, il n'était pas. Je vais prendre l'expression anglaise, il n'était pas as advertised. Là, on voulait le mousser, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais dans le cas de Holt, on voulait le mousser, puis il était là. Il était dans le top. C'est pour ça que les erreurs du passé, c'est un bon concept. C'est le fun de revenir là-dessus. Je le fais moi aussi parce que j'ai des listes qui datent de 2011. Mais il faut que tu respectes ce que tu as vu aussi avant. Je pense qu'on ne peut pas juste dire j'ai fait une erreur avec tel ou tel gars. Tu as fait une erreur, mais Ryan Murray, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais Ryan Murray, oui, on a fait une erreur avec Alex Galchenyuk, on a fait une erreur avec Ryan Murray ou Alex Galchenyuk. Ouais, mais bon, Galchenyuk, peut-être qu'on peut l'excuser parce qu'il s'était blessé, mais Ryan Murray, c'était un joueur élite du côté junior. C'était un défenseur élite. Fait que, après le développement, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Ça va te péter dans la face. Puis c'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas le contrôle sur le développement. Fait que c'est ça qui arrive. C'est que c'est ça. on voudrait que certains joueurs tombent dans certaines équipes parce qu'on se dit OK, ton développement il est plus assuré, même s'il n'y a jamais rien de certain. Puis là, finalement, ils se font sélectionner par une autre équipe. Puis là, on est comme là, ça va pas bien.
Fait que c'est ça. Puis là, j'ai le même feeling avec Cole Iserman, que là, il se fait sélectionner avec les Highlanders. Puis là, je suis comme, historiquement, ils sont pas bons pour développer ces joueurs-là. Fait que, à voir, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. J'aurais-tu aimé mieux qu'ils tombent avec le Canadien ou avec les Sharks? Ben oui, c'est sûr. Mais... Puis le Canadien, on s'entend qu'ils en ont scrappé des joueurs aussi. Là. Mais là, c'est depuis le nouveau développement, depuis la nouvelle direction, ben, là, on voit à quel point ça s'insère mieux. Fait, c'est une loterie. C'est une loterie pour les joueurs aussi, malheureusement. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une science exacte. Parce que c'est pas nous autres qui décidons. Exact. Simon, ta liste finale pour le repêchage 2026, on consulte ça où? Ben là, ça va être sur Twitter. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier ça, si ça va être publié à ce moment-là, mais je vais avoir le top 32 sur Twitter. J'espère avoir assez de temps et assez de motivation pour refaire des vidéos sur ma chaîne concernant le top 32 parce que je trouve que ça amène beaucoup de discussions. Le reste de la liste va être dans le guide. Donc, pour l'instant, j'ai classé. Ben, j'ai fait un top 96 très stretché, là, entre guillemets, là, très allongé pour respecter l'Office de la langue française. Fait que ça a été très. C'est poussé un peu. Je pense pas que nécessairement les 96 gars vont être dans le guide. Top 64 va être dans le guide, ça c'est sûr et certain. Peut-être d'autres quotes aussi qui vont s'ajouter. Je suis en train de travailler là-dessus aussi, justement. Fait que c'est ça. Ça c'est la liste. Il faudrait juste rapiécer après peut-être les joueurs à leur position. All right. Merci, Simon, d'être passé sur le TSLH podcast pour un classique. Appelons-le ainsi. C'est un épisode qui est bien le fun à faire à chaque année avec toi. Une petite tête à tête pour parler espoir. Je fais la même chose aussi avec Saint-Lô. Puis les gens ils aiment bien ces épisodes-là qui sont comme un peu hors série, hors programmation. Puis c'est bien plaisant. Donc, merci beaucoup, Simon. Puis merci aux gens qui étaient au rendez-vous pour cet épisode du TSLH podcast.